إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات في فيديو جديد سأخصصه لتصحيح سلسلة تمارين درس المناعة موجهة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. هذه السلسلة من إنجاز الأستاذ إسماعيل جبار ومن تصحيح الأستاذ محمد بومان. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux élèves de 3e année collège, parcours international. Donc notre vidéo se portera sur la correction d'une série d'exercices sur l'immunologie, sur la science de l'immunité. Cette série conçue par Monsieur Ismaël Jabbar, professeur des sciences de la vie de la Terre, et corrigée par moi-même, Monsieur Mohamed Ouman. Donc, exercice 3, à la suite d'une blessure au doigt, on observe les faits suivants. La région entourant de la plaie rougit et devient douloureuse. La guérison peut survenir après quelques jours, mais parfois il se forme un abcès contenant du pus. L'observation microscope d'une goutte de pus montre de très nombreuses bactéries et de polynucléaires. إذا حدث جرح مثلا على مستوى الأصبع، نلاحظ الظواهر التالية أو الأعراض التالية. نلاحظ احمرار وشعور بالألم على مستوى المنطقة المصابة بالجرح. في بعض الأحيان يتعافى الجرح بعد بضعة أيام، ولكن في أحيان أخرى يتحول هذا الجرح إلى تعفن جرثومي أو خمج يسمى بالخمج الجرثومي. على مستوى هذا الخمج الجرثومي نجد القيح. القيح يحتوي على البكتيريات. La première question, expliquer la présence des bactéries et leur abondance. Donc la présence des bactéries au niveau du plaie ou au niveau du pus indique qu'il y a une pénétration des barrières kétanophysiques, des barrières kétanomiqueuses, c'est-à-dire exactement la pénétration de la peau qui est une barrière cutanée. Donc après la pénétration, l'abondance des bactéries peut s'expliquer par quoi? Par une multiplication de ces bactéries au niveau de sites d'infection. إذا على مدى يدل وجود البكتيريات في القيح ووجودها بكثرة داخل الجرح أو المنطقة المصابة، إذا يدل على أن هناك اختراق أو تسرب البكتيريا إلى داخل الجسم إذا عبر الجرح، بمعنى هناك اختراق للحواجز الفيزيائية، الحواجز الطبيعية، الحواجز الفيزيائية نتيجة حدوث جرح، ويدل وجودها بكثرة على مدى على أنه حدث تكاثر لهذه البكتيريا بطبيعة الحال، لأن جسم الإنسان يوفر الظروف الملائمة لتكاثر البكتيريات، يعني بوجود مواد القيت ودرجة الحرارة الملائمة. درجة الحرارة الملائمة 37 درجة هي درجة ملائمة لتكاثر البكتيريات. Donc on passe à la deuxième question. Les polynucléaires contiennent des bactéries. Explique la présence à l'intérieur des polynucléaires. Donc pour cette question, je pense que la question doit se poser comme ci. Donc au niveau des sites infectés ou des sites d'infection, existe aussi des polynucléaires. Vous savez, les polynucléaires se trouvent surtout dans la circulation sanguine, c'est-à-dire au niveau des capillaires sanguines. Donc lors de l'infection, les polynucléaires, donc ils migrent vers le site de l'infection. Le phénomène s'appelle la diapédise, je pense, la diapédise, c'est-à-dire la migration des polynucléaires, en général des cellules phagocytaires vers le site d'infection par une attraction chimique. Donc cela indique la présence des polynucléaires au niveau du site d'infection, indique qu'il y a une migration de ces cellules vers le site d'infection. على مدى يدل وجود الكريات الدموية البيضاء مفصصة النواة بولينيوكليير على مستوى الجرح، على مستوى المنطقة المصابة بالجرح، إذا نعلم أن الكريات الدموية البيضاء والكريات الدموية بصفة عامة توجد على مستوى الدورة الدموية، إذا يدل على وجودها خارج الدورة الدموية، بمعنى خارج الشعيرات الدموية، على مدى على أنها هاجرت، انتقلت عن طريق ظاهرة الانسلال، لا ديابيديز، انتقلت من الدورة الدموية من الشعيرة الدموية إلى موقع الجرح. لماذا؟ للقضاء على البكتيريات بطبيعة الحال التي تسربت إلى داخل الجسم، إذا على مستوى المنطقة المصابة بالجرح. Donc rappelle le phénomène dont il s'agit. Donc il s'agit d'une infection
Il s'agit d'une infection. Pour la migration des polynucléaires, des cellules phagocytaires vers le site d'infection, le phénomène s'appelle la diapédise. إذا يتعلق الأمر بظاهرة انسلال البلعميات وبالضبط الكرية الدموية البيضاء مفصصة النواة نحو موقع الجرح. En français, cette migration s'appelle la diapédise. On passe à la question suivante. Donc pour la question suivante, donc 3, à partir de la plie, les bactéries peuvent envahir tout l'organisme. Rappelons le nom de porte, site, infection, je pense l'invasion microbienne, le غزو الجرثومي. Pour la 4e question, le tétanos est une maladie mortelle caractérisée par une contraction permanente de tous les muscles qui entraîne notamment l'arrêt des mouvements respiratoires. Dans ce cas, on trouve des bactéries du tétanos qu'au niveau des plis. Rappelle le nom de ce type d'infection microbienne. إذا بالنسبة للسؤال الرابع مرض الكزاز. إذا مرض الكزاز هو مرض خطير، هو مرض مميت يؤدي إلى الموت، يؤدي خاصة إلى تقلص جميع عضلات الجسم بما في ذلك العضلات التنفسية، الشيء الذي يؤدي إلى توقف الحركة التنفسية فيموت الشخص بالاختناق. علما أن البكتيريات إذا توجد على مستوى الجرح ولا تنتقل إلى الدم. إذا كيف تؤثر هذه البكتيريا على الجسم؟ كما رأيتم تؤثر هذه البكتيريا على الجسم عن طريق إفراز مادة سامة تسمى السمين. Donc la bactérie de tétanos agit sur le corps par la sécrétion d'une substance toxique qui s'appelle la toxine. La question 5, la bactérie de tétanos vit dans la terre. Quand une personne a une plaie suilée, on lui injecte des sérums anti-tétaniques. Explique le choix de sérum. Donc pour le choix de sérum, par quoi peut-on expliquer le choix de sérum? Vous savez, le sérum contient des anticorps. Les anticorps sont sécrétés par les lymphocytes B, exactement les plasmocytes, les balsamiyat باللغة العربية. Et les anticorps ont la possibilité de reconnaître donc le microbe natif, et de le fixer, de le neutraliser afin de faciliter l'intervention des cellules phagocytaires et ainsi la lyse ou l'élimination de ce microbe. إذا بالنسبة للسؤال الخامس، إذا عصية الكزاز، بكتيريا عصية الكزاز إذا تتواجد على مستوى الجرح وكما قلنا تؤثر بواسطة مادة سامة تسمى السمين. إذا للقضاء على السمين أو لعلاج الشخص الذي يعاني من مرض الكزاز ماذا نفعل؟ إذا نحقنه بمصل مضاد للكزاز. تعلمون أن المصل يحتوي على مضادات الأجسام، ومضادات الأجسام لها القدرة، هي مضادات أجسام نوعية، ce sont des anticorps spécifiques. مضادات أجسام نوعية لها القدرة على التعرف على المولد المضاد وإبطال مفعوله لتسهيل ظاهرة البلعمة. إذا فتتدخل بعد إبطال مفعول المولد المضاد. تعلمون أن المولد المضاد زائد مضادات الأجسام المضادة له تشكل ما يسمى بالمركب المانع. هذا المركب المانع يتم خلاله إبطال مفعول المولد المضاد، فتتدخل الخلايا البلعمية للقضاء على الكل وبالتالي l'élimination إقصاء المولد المضاد والقضاء عليه. La 5e question, la 6e question. Donc la question 6 indique en quoi le sérum est différent d'un vaccin. Donc pour le sérum, comme c'est déjà dit, donc le sérum contient des anticorps qui sont prêts à agir, donc ils sont là, alors que la vaccination, c'est l'injection d'une anatoxine à une personne afin d'inciter le corps à synthétiser, à produire des anticorps. Donc le sérum contient des anticorps qui sont prêts à intervenir immédiatement pour l'élimination des microbes, pour la neutralisation et ensuite l'élimination des microbes, alors que la vaccination, il s'agit d'une injection d'une anatoxine pour inciter le corps
à produire ses propres anticorps contre cette microbe. L'exercice 4, les ganglions lymphatiques représentent une ligne de défense importante de l'organisme, notamment contre les agressions microbiennes. En cas d'infection d'une plaie au niveau d'un membre inférieur, on observe un renflement des ganglions situés dans la région de la ligne. De même, en cas d'infection des membres supérieurs, ce sont les ganglions de l'aisselle qui gonflent et deviennent de l'eau. Explique ces renflements. Donc, par quoi peut-on expliquer les renflements des ganglions lymphatiques? Vous savez, les ganglions lymphatiques, ce sont des organes lymphatiques secondaires. C'est le siège de la prolifération des lymphocytes, en général des cellules immunitaires, surtout les lymphocytes B et les lymphocytes D. Les lymphocytes T, c'est le lieu d'activation, de différenciation des cellules B et de la cellule T, et aussi le siège des lymphocytes B mémoire et des lymphocytes T mémoire. Donc on peut expliquer le renflement des ganglions lymphatiques. On peut expliquer le renflement de ces ganglions lymphatiques par la prolifération, par la multiplication des lymphocytes. يعني يمكن أن نفسر انتفاخ العقد اللمفاوية. العقد اللمفاوية هي عبارة عن أعضاء لمفاوية ثانوية. على مستوى الأعضاء اللمفاوية الثانوية يتم نشيط اللمفاويات B، يتم نشيط اللمفاويات T. على مستوى يتم تكاثر اللمفاويات، إذن على مستوى تتجمع اللمفاويات كذلك، وهي كذلك مكان وجود اللمفاويات B ذات ذاكرة واللمفاويات T ذات ذاكرة. بالتالي يمكن أن نفسر انتفاخ العقد اللمفاوية le renflement des ganglions lymphatiques par la multiplication بسبب تكاثر وتجمع الكريات اللمفاوية. Rappelle le rôle des ganglions. Donc le rôle des ganglions, c'est comme si déjà dit, donc c'est le siège de l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes D, c'est le lieu de prolifération, de multiplication des lymphocytes B et T, et c'est le siège des B mémoire et T mémoire. Donc, exercice 5, la courbe suivante retrace l'évolution de la production d'anticorps chez un animal à la suite de 2 contacts avec un antigène. يعني يمثل أو تمثل المنحنيات التالية. إذن تطور تركيز مضادات الأجسام، تطور تركيز مضادات الأجسام عند حيوان تعرض أو اتصل جسمه بجرثوم خلال مرحلتين أو خلال اتصالين، اتصال أول et اتصال ثاني. Donc la première injection يعني الحقن الأول، la deuxième injection الحقن الثاني. إذن بعد الاتصال الأول le premier contact et le deuxième contact. Donc on va comparer le pourcentage des anticorps lors de la réponse primaire et la réponse secondaire. Voilà, donc décrit l'évolution de la production des anticorps au contact de chaque antigène. Donc pour l'antigène X, vous voyez, donc on va comparer le pourcentage ou le taux des anticorps lors de la première injection et lors de la deuxième injection. Donc on observe 2 observations de remarques très importantes. La première, c'est que lors de la première injection, donc la production إنتاج مضادات الأجسام خلال الحقن الأول لم يتم إلا بعد مرور أسبوعين من الحقن. Donc la production des anticorps n'a lieu que après 2 semaines après l'injection. Et le taux, deuxièmement, le taux des anticorps, le pourcentage des anticorps produits إذا كمية مضادات الأجسام التي تم إنتاجها بعد الحقن الأول هي كمية ضعيفة شيئا ما، يعني أقل من 200. لا أدري ما هي الوحدة هنا. Donc أقل من 200. Donc en tout cas, le taux de anticorps sécrétés produits après la première injection, c'est un taux qui est faible. Alors qu'après la deuxième injection, il y a une production rapide. إذا بعد الحقن الثاني لدينا donc
إنتاج سريع، لدينا تم إفراز مضادات الأجسام بسرعة وبكميات كبيرة. Donc un taux élevé d'anticorps après la deuxième injection. Donc pour la première ou après la première injection, on assiste à une réponse primaire qui est lente et qui se caractérise par une production d'anticorps qui est basse, qui est faible. بالنسبة للاستجابة الأولية تكون بطيئة شيئا ما، إذا تحتاج إلى زمن كمون قد يصل إلى أسبوعين لإنتاج مضادات الأجسام، وكمية مضادات الأجسام التي تم إنتاجها تكون بكميات قليلة. بينما الاستجابة الثانوية إذا تكون سريعة وكمية مضادات الأجسام التي أنتجها أو ينتجها الجسم تكون بكميات كبيرة. دونك لتأكيد هذه النتائج سنحاول أن نقارن donc l'injection d'antigène ou les anticorps sécrétés produits après l'injection de l'antigène X et de l'antigène Y. Donc vous voyez, pour l'antigène X, c'est-à-dire après une deuxième infection, on a un taux d'anticorps qui est assez important, qui est très important, et la sécrétion ou la production rapide, alors que pour l'antigène Y, après l'injection de l'antigène Y, même si l'injection a lieu en même temps, donc on assiste toujours à un retard presque de 2 semaines avant la production des anticorps anti-Y. Aussi, le taux des anticorps anti-Y est faible. Donc pour la deuxième question, explique pourquoi les quantités d'anticorps X et Y produites suite à la deuxième injection est différente. Donc pour la deuxième injection, c'est-à-dire une réponse secondaire, donc on a des lymphocytes B mémoire, qui ont déjà reconnu, c'est-à-dire il y a déjà une reconnaissance lors de la première injection. C'est pourquoi donc ils connaissent déjà l'antigène. Donc directement après l'injection, après le contact, un deuxième contact, après une deuxième injection avec l'antigène, il y a une sécrétion rapide, c'est-à-dire les cellules ou les lymphocytes B mémoire se transforment en plasmocytes directement et sécrètent des anticorps, produisent des anticorps. Alors que lors de la réponse primaire, c'est-à-dire après la première infection, on a besoin d'une période de reconnaissance avant de sécréter les anticorps. Donc la différence, c'est les cellules, les lymphocytes B mémoire. La troisième question, expliquer pourquoi les quantités d'anticorps produites dans la première et la deuxième injection sont différentes. Donc c'est déjà dit, c'est l'existence des lymphocytes B mémoire qui se transforment directement en plasmocytes et sécrètent les anticorps après la deuxième infection. لنفسر اختلاف كمية مضادات الأجسام بعد الحقن الأول وبعد الحقن الثاني. بعد الحقن الثاني هناك خلايا لمفاوية بذات ذاكرة تتحول مباشرة إلى بلزميات تنتج مضادات الأجسام، بينما خلال الحقن الأول نحتاج إلى زمن كمون، إلى مدة للتعرف على مضاد الأجسام قبل إفراز مضادات الأجسام. Donc le dernier exercice 6. Pour l'exercice 6, la diphtérie et le tétanos sont des maladies provoquées par des bactéries. Ces dernières, c'est-à-dire les bactéries, libèrent dans l'organisme des toxines anthogènes à l'origine de la réaction de l'organisme. Ces graves infections peuvent être mortelles en absence de traitement. On réalise des expériences et des soins. إذا بكتيريا الدفتيريا وبكتيريا الكوزاز إذا كليهما تفرزان مواد سامة تسمى السمين تؤثر بها على الجسم ويعتبرها الجسم كمولد مضاد لا تنتمي إلى الجسم، الشيء الذي يؤدي إلى ظهور استجابة مناعاتية. إذا قد تؤدي هذه المواد يعني السمين قد يؤدي إلى ظهور أمراض تؤدي إلى الموت. La première question à partir de la comparaison des résultats des expériences réalisées sur les 3 lots de souris justifie la survie des souris de lot 2 et la mort des souris de lot 3. إذا انطلاقا من التجارب الثلاث جانبه فسر لماذا بقيت فئران المجموعة الثانية حية وماتت فئران المجموعة الثالثة. إذا بالنسبة للمجموعة الأولى، donc pour le premier lot, c'est une expérience témoin، هي عبارة عن تجربة شاهدة. إذا تلاحظ عندما نحقن الفأر بعصية الدفتيريا ببكتيريا الدفتيريا يموت، لأن هذه البكتيريا
تفرز كما قلنا مادة سامة تسمى السمين تؤدي إلى ظهور مرض الدفتريا وبالتالي موت الفأر. Donc pour la deuxième expérience, donc on assiste d'abord à une injection du sérum d'un animal guéri de la diphtérie, ensuite l'injection des bacilles de la diphtérie. La survie des souris du groupe 2. Donc par quoi peut-on expliquer la survie du groupe des deuxièmes lots? Par quoi? Donc si souris possèdent des anticorps antidiphtériques, donc produites ou injectés dans leur corps par le sérum. Donc le sérum antidiphtérique contient des anticorps antidiphtériques qui ont intervenu dans l'élimination de la bactérie de la diphtérie. C'est pourquoi les souris du lot 2 sont survivants. إذن بماذا نفسر بقاء فئران المجموعة الثانية حية؟ نفسرها بأن المصل الذي حقنت به فئران المجموعة الثانية يحتوي على مضادات أجسام أخذت من فأر ممنع، وهذه المضادات الأجسام قامت بإبطال مفعول عصية الكزاز يعني السمين، قامت بإبطال مفعول السمين، الشيء الذي جعل الفأر حيا. Pour le troisième lot, on a l'injection des sérums d'un animal guéri de la diphtérie, c'est-à-dire l'injection des anticorps antidiphtériques après l'injection du bacille de Titanic. Le résultat, presque tous les animaux meurent du tétanos. بماذا نفسر موت فئران المجموعة الثالثة؟ Parce que les anticorps injectés aux souris du lot 3, ce sont des anticorps antidiphtériques et non anti-tétanique, et non anti-tétanique. Donc il s'agit d'une immunité spécifique qui est dirigée contre la toxine de la diphtérie et non contre la toxine de tétanos. Précise le nom de l'élément à l'origine de la guérison de la souris. Donc il s'agit des anticorps antidiphtériques et sa propriété mise en évidence. Donc sa propriété, ce sont des anticorps spécifiques. Donc les anticorps, ce sont des éléments solubles, ce sont des substances solubles spécifiques à un antigène donné. إلى هنا أودعكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، انتظروا ملاحظاتكم، اقتراحاتكم.